je suis Baptiste Neders, je travaille à l'État du Valais comme biologiste, mais effectivement, je ne suis pas là en cette qualité. C'est dans le cadre de mon mémoire de master réalisé en 2018, publié en 2019, que j'étais invité pour cette présentation. Sur Scaphoidus titanus et finalement son lien avec le réchauffement climatique. C'était deux sujets qui m'intéressaient passablement. Je vais vous mettre quelques premiers éléments, qui étaient importants dans le cadre de cette thèse de master, sans essayer de trop répéter ce qui a été dit ou ce qui va être dit à propos de Scaphoidus titanus et de son utilisation dans le modèle. Donc, les éléments qui étaient importants pour moi, c'était de savoir déjà que Scaphoidus titanus est une cicadelle univoltine, c'est-à-dire avec une génération par année, et on se posait la question, est-ce qu'on pourrait en avoir une deuxième avec un réchauffement des températures, étant donné que c'est un insecte et que les insectes dépendent de la chaleur de leur environnement pour se développer. Effectivement, elle est d'origine nord-américaine et elle a été observée pour la première fois en Suisse en 1995. À partir des années 2000, on commence à avoir des problèmes avec la flavescence également. Flavescence due à un phytoplasme, mais qui a une importance quand même considérable dans nos vignobles. On parle quand même à l'époque donc de 1 à 2 millions de francs suisses de pertes du fait de cette maladie. Organisme de quarantaine également en Suisse, donc à la lutte obligatoire, et qui est transmise par les larves et les adultes, mais pas de l'adulte à l'œuf. C'est un élément assez important dans le cadre d'une modélisation comme ce qui a été fait dans ce travail. On a considéré justement à peu près une période de latence de 3 semaines à 30 jours dans le cas du modèle, c'est-à-dire au moment où la larve absorbe le phytoplasme et au moment où elle peut le retransmettre après un cycle à l'intérieur de l'hôte. Au niveau suisse également, un élément de lutte, mais qui peut-être n'est pas totalement différent de ce que vous avez ici, c'est-à-dire qu'on a 2 traitements insecticides principaux en cas d'infestation, et éventuellement des arrachages, bien entendu, si on détecte des plants infectés. Le premier traitement se passe au niveau du pic des premiers stades larvaires, le stade L1. Vous voyez 5 stades, après on arrive à l'adulte, la fécondation et la ponte. Et le deuxième, à peu près entre le deuxième et le troisième stade. Donc c'est ces éléments qui ont été pris en considération également par la suite dans le cadre des modèles qui ont été développés. Et finalement, la question était aussi de savoir quelle est l'interaction entre cet insecte et le changement climatique, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la Suisse. Je ferai quelques considérations après, également pour le Val-de-Loire. Et c'est vrai que ce changement climatique, bon, on sait déjà qu'on a une influence vis-à-vis de la vigne, un avancement de la phénologie. C'est quelque chose, je pense, que vous êtes bien au fait. Et à l'époque, on a choisi 2 scénarios. Le premier, 2,6, en gros, à peu près plus 2 degrés. Il faut se remettre dans la perspective des accords de Paris où on était relativement ambitieux, et le 8,5 avec à peu près plus 4 degrés en moyenne. Bien entendu, pour la Suisse, on est sur des hausses a priori plus hautes et des variations plus importantes. Mais ce sont les 2 scénarios qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce travail. Et les objectifs finalement principaux de ce mémoire étaient déjà d'avoir une idée de la distribution potentielle de Scaphoidus titanus du fait du réchauffement climatique. Ça, c'était une carte en 2016, pardon. Savoir si cet insecte pouvait se développer de manière optimale ou moins bien ou mieux, avec le changement de température et la variation qu'il peut y avoir entre les années. Et est-ce que finalement, il pourrait être envisageable d'avoir une deuxième génération, étant donné que ça avait été déjà stipulé une fois dans la littérature. On s'est dit, est-ce qu'on fait l'exercice de voir est-ce que les œufs d'une seconde génération auraient le temps de se développer avec une augmentation des températures. Alors les méthodes se déclinent en 2 parties. Une partie changement climatique, sur laquelle je vais passer très rapidement, je pense. C'est finalement l'idée était d'utiliser des modèles climatiques, mais d'essayer de s'affranchir de certains biais en utilisant une méthode dite des deltas, qui consiste à faire simplement grosso modo la différence entre les températures simulées futures et les températures simulées historiques, pour les ajouter aux températures horaires mesurées et au final avoir des températures horaires émulées, donc des températures horaires dans le futur qui nous servent à modéliser le développement de Scaphoidus titanus. Cette méthode, elle part quand même sur 3 hypothèses, c'est-à-dire qu'on n'a pas de variation sur de larges distances du changement climatique, vu que les modèles sont quand même à très large échelle, et là on arrive vraiment à l'échelle du vignoble, dans la modélisation. Des liens entre les variables qui sont conservées, donc température à large échelle et température à petite échelle, et finalement que cette méthode qui était appliquée jusqu'ici au niveau des températures journalières, elle peut être appliquée au niveau des températures horaires également.
Et ces températures horaires émulées, qui sont issues de ces modèles, ont été utilisées dans une modélisation du développement de Scaphoidus titanus. Pour faire simple également, parce que c'est un schéma avec des flèches un petit peu dans tous les sens, mais on a en gros des valeurs écologiques prises de la littérature sur le développement de Scaphoidus titanus, une équation de fécondité que vous voyez en haut à droite, qui est simplement également issue de la littérature et qui donne une idée du nombre d'œufs potentiels. En gros, on a un minimum à 30 degrés parce qu'il fait trop chaud pour que la femelle produise des œufs, un optimum aux alentours de 21 degrés, et le début des mesures dans le cadre de ce travail était de l'ordre de 15 degrés, avec une vingtaine d'œufs potentiels par femelle au cours de sa vie. Et les températures, donc, ont utilisé également le modèle des degrés jours, pour avoir une idée du développement de l'insecte. Donc plus la température se cumule au-dessus d'un certain seuil, plus l'insecte se développe et passe d'un stade à l'autre. Ce qui nous permet de modéliser des stades qui nous donnent des femelles adultes, qui nous donnent un nombre potentiel d'œufs par femelle, et des événements délétères, c'est-à-dire des températures au-dessus de 28 degrés pour les œufs pendant 6 heures et au-dessus de 40 degrés pendant 3 heures pour les insectes, qui limitent la production d'œufs potentiels de l'insecte. Peut-être au niveau de la localisation, ce qui est peut-être un petit peu plus intéressant pour la comparaison après pour vous également, on avait choisi 7 vignobles, principalement situés en Suisse romande, simplement parce que c'était aussi lié aux observations de Scaphoidus titanus et le fait que j'étais de langue maternelle française, ce qui aidait aussi pour la recherche d'informations. Mais on était tous à peu près à une altitude d'environ 450 mètres, sauf le vignoble de Tsalin, situé à Daillon, situé à 900 mètres d'altitude, et le vignoble de Cantone, qui était plutôt dans les 200-300, et qui était du coup le vignoble avec les températures les plus élevées. On est au Tessin, donc vraiment une région de Suisse avec des températures intéressantes pour la baignade, mais très chaudes en été. Et finalement, un vignoble plus au nord, situé à Cressier, dans le canton de Neuchâtel. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats sous forme de différents graphes, peut-être avec le pointeur, s'il daigne fonctionner. Non. Alors, je vais vous l'expliquer comme ça. Donc, on a simplement deux graphes ici. J'ai pris deux extrêmes dans le rendu, c'est-à-dire avec le vignoble de Tsalin qui se situe à peu près à 900 mètres d'altitude et le vignoble de Satigny dans une situation historique. Satigny situé à Genève, avec des œufs potentiels par femelle sont les points rouges que vous pouvez voir dans cette situation historique, où finalement on comprend bien qu'elle a un petit peu de peine, cette cicadelle, à se développer en haute altitude ou dans le nord du fait de ces températures. On a quand même une augmentation, le changement climatique commence pas dans les années 2000, donc c'est clair que la tendance est à la hausse de toute façon, et quand même une variation interannuelle assez importante, mais tout de même une tendance à la hausse. Si on prend le rendu avec un scénario à plus 4 degrés, étant donné que l'autre est peu représentatif au niveau de l'évolution, on se situe plus dans une situation historique. Là, dans un horizon 2050, on voit une stagnation au niveau de Satigny, donc c'est-à-dire une situation relativement optimale avec une quarantaine d'œufs potentiels par femelle. Le maximum observé était de l'ordre de 50 dans les travaux utilisés pour cette modélisation. Et finalement, quand on arrive en altitude, mais également plus au nord, on a toujours cette augmentation qui se poursuit jusqu'à l'horizon 2070-2100 pour les vignobles situés en altitude. Mais par contre, dès qu'on se retrouve dans des situations plus chaudes, c'est finalement les températures trop élevées qui limitent ce développement potentiel. Au niveau de la dynamique de la population, si vous prenez ces graphes, donc avec en bas en axe des X les jours de l'année et en haut sur l'axe des Y les développements de Scaphoidus titanus avec les stades larvaires jusqu'à la ponte en passant par les adultes, de nouveau le vignoble de Tsalin qui se situe en altitude en situation historique, ce qu'on remarque c'est qu'effectivement on ne le constate pas, il n'avait pas été relevé en tout cas à l'époque, et pour cause on a un accouplement qui potentiellement pourrait intervenir, mais la ponte, elle devrait intervenir au moment où les insectes ne sont plus là ou ne peuvent plus tellement bouger étant donné les températures. Tandis que quand on se situe au niveau du Tessin, la situation est
effectivement beaucoup plus correspondante à une réalité, c'est-à-dire qu'on a un bon développement de l'insecte déjà avant même les vendanges, on peut avoir une ponte. Donc les vendanges qui se situent avec la ligne jaune. Et un autre élément important, c'est la ligne rouge, c'est la première transmission potentielle si on considère les 30 jours de décalage entre la première infection de l'insecte et la transmission qu'il peut faire à la vigne. Donc, si on revient sur le réchauffement climatique et la suite qu'il peut y avoir, donc on a finalement tout un décalage qui se produit, et celui-ci est plus important pour ce qui est des vignobles en altitude ou au nord, parce que du coup on arrive finalement à avoir une ponte même au niveau de la période de vendange. Donc la dernière ligne tout en haut, ce qui donne à penser qu'on peut avoir une génération et donc un maintien d'une population plus au nord. Donc ça veut dire un déplacement de ces populations plus au nord. Et pour ce qui est du Tessin, simplement un avancement déjà des premiers stades et un raccourcissement de certains stades vu que les températures sont assez importantes en été et accélèrent son développement. Au niveau d'une seconde génération potentielle, est-ce qu'on pourrait en avoir une? Donc, a priori, il y a des endroits où les œufs pondus par la première génération ont le temps de se développer, tel qu'à Lutry, par exemple. Ça, c'est dans le cas de toute la Suisse romande. Elles devraient pouvoir, si elles ont le temps d'éclore, si pour autant que les températures estivales ne les tuent pas. Par contre, au Tessin, on aurait les températures pour que les adultes, les premiers adultes issus de cette génération-là, arrivent à produire une deuxième génération d'œufs qui pourrait émerger à l'année suivante. Donc là, on parle effectivement d'une augmentation éventuelle de la densité de population et donc du potentiel de transmission de l'insecte. Dans les deux cas, donc avec une infection potentielle, là, au milieu de l'année finalement, une deuxième vague d'infection qui pourrait intervenir avec ces températures-là. Donc si on résume un petit peu ces graphes pour avoir une vue d'ensemble de la Suisse, peut-être on ne va pas s'attarder sur le détail de ces box-plots, je sais qu'ils peuvent être des fois un peu désagréables pour certains, mais il faut simplement se projeter dans l'augmentation qu'on peut voir avec finalement historique 2050 et 2070 et les différents scénarios. On remarque dans tous les cas une augmentation de l'adaptation de ces vignobles avec un nombre d'œufs potentiels par femelle qui a été classé entre 40 et 50 comme adapté, entre 10 et 40 comme moyennement adapté et en dessous de 10 comme faiblement adapté ou pas adapté. Ça s'était basé sur des considérations d'autres vignobles où on retrouvait la cicadelle vis-à-vis des températures observées. Et on voit de toute façon cette augmentation, elle est plus prononcée dans ce qui est des vignobles les plus froids. Donc c'est là que l'augmentation risque d'être la plus drastique, mais dans tous les cas, on arrive à une situation relativement bonne, sauf dans des vignobles où les températures vont être trop élevées, typiquement à Châteauneuf, donc ce qui est situé en vallée, en plaine, et cantonné au Tessin, où là, finalement, les températures estivales risquent d'être tellement importantes qu'elles soit elles tuent les insectes, soit elles empêchent le développement d'œufs, ou elles tuent les œufs. Ce qui, de ce côté-là, est positif. Après, la question se pose aussi vis-à-vis des cépages utilisés et de la production de raisins, bien entendu. Mais on observe de manière générale donc une transition vers le nord et en altitude, ce qu'on observe aussi de manière générale avec d'autres organismes biologiques, bien entendu. Et un certain décalage, si vous vous souvenez les graphes présentés précédemment, un léger décalage donc avec les premières générations qui arrivent plus tôt dans l'année, ce qui a une influence effectivement sur la première infection. Et donc, quand est-ce qu'il faudra traiter les vignobles? La question pourra se poser peut-être s'il y a un décalage et un étalement du développement de ces insectes. Il faudra traiter peut-être plus souvent ces vignobles ou moins souvent selon la situation et le développement des températures. De manière générale, pour la Suisse, ça signifie que pour le Tessin, les températures allaient devenir limitantes. Pour Genève et pour la plaine du Rhône, elles seraient moyennement limitantes. Et au nord, l'impact ne serait pas négatif si ce n'est pas positif, malheureusement, pour l'insecte, bien entendu. Restent aussi des considérations vis-à-vis des interactions entre l'insecte et le phytoplasme, qui potentiellement pourraient limiter un petit peu son adaptation à ce changement climatique. Bien entendu, je n'ai pas pu traiter cette question, mais il faut rester relativement critique aussi par rapport à ça. Ça pourrait aussi avoir une influence sur le développement de l'insecte. Et est-ce qu'on pourrait envisager donc un bivoltinisme, donc une deuxième génération? Alors, d'après
Le développement lié aux températures, oui, dans quasiment tous les cas. De là à avoir une deuxième génération viable, quasiment pas, sauf au Tessin dans notre cas. Ça a déjà été observé chez d'autres insectes. Après, est-ce que c'est vraiment le cas pour Scaphoidus titanus? On a, jusqu'ici, à ma connaissance, il y avait une étude qui en stipulait l'existence. Il faudrait peut-être investiguer plus loin, mais la question peut se poser. Finalement, au niveau des conclusions, des considérations générales, on est quand même dans une modélisation climatique utilisée pour faire une émulation utilisée dans une modélisation d'insectes. Donc ça nous donne une idée globale. Il ne faut pas prendre ces résultats comme exactement ce qui va se passer dans tel et tel vignoble. Je pense que c'est quand même important. On a aussi peu de données à l'époque sur le développement de Scaphoidus titanus. Il y en avait quand même suffisamment pour modéliser son développement et avoir une idée, ce qui a pu être confronté à des relevés sur le terrain en Suisse, qui avaient été faits dans un autre cadre, mais qui a mis en parallèle les deux. Et bien entendu, on reste à travailler avec du vivant. Je pense que vous le connaissez mieux que moi. C'est des interactions complexes entre le biotique et l'abiotique. Et bien entendu, ça limite ça a des interactions qui sont, en tout cas à ce stade-là, impossibles à modéliser dans le cadre de ce travail et qui peuvent avoir une influence. Maintenant, si on revient un petit peu sur votre région et que je quitte un petit peu la Suisse pour le Val-de-Loire, donc j'ai essayé de faire une considération vis-à-vis des températures climatiques qu'on pouvait voir à disposition sur Internet, et je pense qu'on peut situer à peu près dans une situation similaire à celle de Lutry, qui est en bordure de lac, avec quelque chose un peu plus tamponné, beaucoup moins continental que ce qu'on pourrait avoir dans le Valais. Et a priori, la situation devrait être à peu près la même, en tout cas la tendance, c'est-à-dire vers une adaptation meilleure pour l'insecte, donc avec un nombre d'œufs potentiels plus élevé. On aurait de toute façon un décalage des premières générations avec un étalement de leur développement, donc ce qui a des considérations importantes, je pense, pour vos traitements lors de vos inspections et de votre lutte contre Scaphoidus titanus et la flavescence dorée. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour les questions après.